Bienvenue dans Vue de Russie, le magazine hebdomadaire qui, depuis 4 ans maintenant, analyse la propagande de Vladimir Poutine sur fond de guerre en Ukraine. Bonjour, Elena Voloshin. Bonjour Stéphanie. En Russie, on ne parle pas de 4 ans de guerre, puisque ça s'appelle toujours une opération militaire spéciale. Les médias russes n'évoquent pas non plus le fait que cette opération dure depuis aussi longtemps. Cet anniversaire est en revanche marqué par des déclarations alarmistes et anxiogènes qui émanent des autorités. Oui, à commencer par Vladimir Poutine qui a réuni aujourd'hui le FSB pour dire que Kiev préparerait des attaques contre les gazoducs sous-marins qui alimentent l'Europe en gaz russe. Plus alarmiste encore, ce communiqué, vous allez le voir, du service du renseignement extérieur de la Russie. Aujourd'hui, il prétend que Londres et Paris auraient décidé de doter en secret l'Ukraine d'une super arme, une bombe nucléaire ou une bombe sale, ce n'est pas très clair. Le renseignement extérieur affirme, je cite, « La Grande-Bretagne et la France ont compris que l'évolution de la situation en Ukraine ne leur laissait aucune chance de parvenir à la victoire tant espérée sur la Russie par les mains des forces ukrainiennes, mais les élites françaises et britanniques ne seraient pas prêtes à se résoudre à leur défaite et donc voudraient doter l'Ukraine de cette super arme, en secret bien sûr. » Des déclarations complotistes que les officiels russes montent aujourd'hui en épingle. Oui, immédiatement, tout le monde réagit. Le journal télévisé russe en fait son information principale. Les députés russes et le porte-parole de Vladimir Poutine s'expriment. Vous allez voir cet extrait du journal télévisé russe. Il a été diffusé il y a quelques instants sur la première chaîne russe, Первый канал. Impossible d'échapper à la punition pour de telles provocations. La France et la Grande-Bretagne doivent le comprendre. De telles actions, c'est un crime qui peut mener à une guerre nucléaire, a déclaré le chef de la Douma. Au Conseil de la Fédération, les sénateurs ont appelé leurs collègues européens à ouvrir une enquête au sujet de ceux qui planifient une aventure aussi dangereuse. C'est un complot au plus haut niveau. Ils espèrent que cela passera et que ce sera pris pour une initiative ukrainienne. Mais non, ça ne passera pas. C'est potentiellement une information très dangereuse. Systématiquement, pendant les phases charnières du conflit, la Russie fait monter en puissance l'idée d'une menace existentielle. Oui, ça fait 4 ans que la Russie ne parvient pas à atteindre ses buts de guerre. Alors il faut plus que jamais souder la population autour de l'idée que cette opération elle était indispensable et que la défense de la patrie reste fatidique pour le peuple russe. Et cette menace, dans le discours russe, elle ne provient plus désormais des États-Unis, comme auparavant, lorsqu'il y avait des démocrates à la Maison-Blanche, mais de l'Europe, plus précisément, de la France et de la Grande-Bretagne. Donc, puisque ces deux pays ont monté la coalition des volontaires en soutien à l'Ukraine. Le spectaculaire rapprochement entre Donald Trump et Vladimir Poutine, on s'en souvient, a eu lieu il y a 1 an, précisément après un coup de téléphone passé par le nouveau président américain à son homologue russe. C'était le 12 février dernier. Le 12 février 2025, bien sûr, les médias russes le commentaient ainsi à l'époque. Écoutez. Très important. Les relations entre la Russie et les États-Unis, qui cristallisaient toutes les tensions du monde moderne et risquaient de déraper en un processus incontrôlé avec toutes les conséquences possibles pour l'humanité, semblent, disons-le avec prudence, avoir toutes les chances de devenir plus rationnelles. Il est vite devenu évident que ce coup de téléphone de Trump à Poutine avait d'autres buts que tous ceux des autres dirigeants occidentaux avant lui. Quelles étaient la tonalité et l'atmosphère de cette conversation? Constructive, professionnelle, bienveillante. C'est cela, bienveillante? Oui. Des deux côtés? Oui. On a eu une super conversation qui a duré plus d'1 heure. Je pense que nous sommes en bonne voie pour la paix. Le président Poutine veut la paix. Et moi aussi, je veux la paix. Vladimir Poutine voudrait donc la paix. Donald Trump s'est montré très perméable au charme du président russe, qu'il a ensuite invité à un sommet de la paix en Alaska. On s'en souvient. Quelles ont été les autres grandes lignes de ce rapprochement ? L'idée reprise par Trump qu'une menace existait bel et bien pour la Russie, qu'elle aurait eu de bonnes raisons finalement d'attaquer l'Ukraine ou que finalement ce conflit serait le fruit d'une animosité personnelle entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine. En fait, Donald Trump, il a surtout montré qu'il ne comprenait pas grand-chose à cette guerre, bien que voulant qu'elle s'arrête. Vladimir Poutine, jusqu'à présent, martèle qu'il veut, je cite, éradiquer les causes premières du conflit et Donald Trump s'est montré sensible à ces arguments. Écoutez un autre extrait. Comme nous le savons déjà, la position russe est d'éradiquer les causes premières du conflit. L'idée d'une Ukraine dans l'OTAN est inadmissible. Cela fait longtemps que la Russie essayait de faire passer ce message à l'Occident. Trump l'a reçu et c'est une bonne chose. Cela signifie un rapprochement vers une position commune.
Une grande partie du problème provient du fait que depuis de nombreuses années, la Russie essayait de dire qu'il était inadmissible que l'Ukraine rejoigne l'OTAN. Mais je peux comprendre leurs préoccupations à ce sujet. Au quartier général de l'OTAN, ils n'en croyaient pas leurs oreilles quand le nouveau chef du Pentagone a pour la première fois été objectif. Il a dit que le retour de l'Ukraine à ses frontières de 2014 était illusoire et que son adhésion à l'OTAN était irréaliste. Et un autre rapprochement entre Washington et Moscou a eu lieu sur le terrain des valeurs. Oui, vous savez, ce discours qui s'attaque aux minorités, aux politiques inclusives, qui exacerbe la force, la violence et le masculinisme et qui dévalorise au final les institutions et les valeurs démocratiques, eh bien, ce sont des lignes idéologiques que Trump et Poutine partagent. Et il y a un an, la propagande russe saluait particulièrement le discours du vice-président américain J.D. Vance à la conférence pour la sécurité de Munich. Vance disait alors que la principale menace pour l'Europe ne provenait pas de la Russie, mais d'un déclin de ses valeurs chrétiennes traditionnelles. Écoutez. La Maison-Blanche a frappé les Européens en plein cœur en déclarant le système des valeurs européennes actuelles comme mensonger et néfaste. Le vice-président des États-Unis, J.D. Vance, le leur a dit ouvertement à la conférence sur la sécurité à Munich. La menace qui m'inquiète le plus au sujet de l'Europe ne vient pas de la Russie ou de la Chine, ni d'un quelconque facteur extérieur. Je suis inquiet de la menace intérieure, du fait que l'Europe s'écarte de certaines de ses valeurs les plus fondamentales. Jamais le public respectable et guindé de Munich n'avait entendu pareille chose à son sujet. Jamais personne n'avait frappé aussi juste en posant un tel diagnostic à la démocratie européenne. Et depuis, donc pour Moscou, l'adversaire ne se situe plus à Washington, mais bien chez nous, en Europe. Il y a un an, l'envoyé spécial à Munich de la télévision russe se réjouissait déjà de la rupture annoncée de l'axe transatlantique. Écoutez un extrait de sa correspondance. Digérer le fait que la guerre que l'Europe a financée pendant 3 ans pourrait bien s'arrêter sans qu'on ne lui demande rien est un coup dur pour l'Europe. Les pourparlers que Trump a débutés sans demander leur avis aux leaders européens et la vitesse du rapprochement entre Washington et Moscou énerve Bruxelles. Hystérique, Macron convoque tout le monde à Paris pour une réunion sur l'Ukraine. Le Premier ministre britannique Starmer s'y rendra. Il n'y a pas de personnage plus irritant pour l'administration américaine. Munich 2025 pourrait bien sonner le début d'un conflit transatlantique ouvert entre l'Europe et les États-Unis. Le couple franco-britannique est donc dans le viseur, on l'a vu, un discours menaçant pour nos démocraties. Aux Russes, Poutine dit toujours que tout se déroule selon le plan. Oui, la grande armée russe avancerait et libérerait des territoires occupés par des nazis ukrainiens. Les succès au front seraient indéniables et il s'agirait toujours d'une guerre de défense de la patrie. Des lignes discursives qui ont encore retenti lorsque Poutine a fait son bilan en fin d'année dernière. C'était au Kremlin le 29 décembre, veille du Nouvel An. Regardez. Nous avançons sur toute la ligne de front et l'ennemi recule. Voilà le bilan de l'année émis par Vladimir Poutine au Kremlin lors d'une rencontre avec les militaires. Et les tentatives de l'ennemi d'empêcher ce plan valent au régime de Kiev des pertes humaines et territoriales qui pourraient bien lui être fatales. Tout se déroule selon le plan, de manière très dynamique et même en avance sur le calendrier initial. En décembre, notre rythme de conquête a été le plus fort de toute l'année. L'Ukraine recule tout du long de la ligne de front et l'armée russe détruit avec assurance les lignes de défense de l'ennemi grâce au courage de nos soldats. En libérant la terre du Donbass, ils font preuve chaque jour de bravoure et d'héroïsme. Chers camarades, vous êtes incontestablement un exemple du service à la patrie, à votre terre natale. Continuez de travailler et d'effectuer vos tâches militaires pour le bien de notre grande Russie. En réalité, la guerre s'enlise, l'armée russe peine à avancer et ses pertes seraient colossales. Alors aucun chiffre sur les pertes au front n'est communiqué côté russe. Les médias indépendants qui font le décompte situent les morts entre 200 et 325 000 soldats russes. 1,2 million en tout de morts, de blessés et de disparus selon le Centre pour les études stratégiques et internationales. Il est aux États-Unis. Selon d'autres instituts d'analyse militaire, eh bien, depuis début 2023, la Russie n'aurait conquis que 1,3% du territoire ukrainien. Malgré tout cela, il n'y a aucune inflexion dans le discours russe. Vladimir Poutine ne renonce pas à ses buts de guerre qui sont à la fois politiques et militaires, avec la conquête de cette région du Donbass ukrainienne et un remplacement du pouvoir à Kiev. Merci Elena, c'était Vue de Russie.